Yomoni, leader français de la gestion d'épargne en ligne, et aucoffre.com, achat et revente d'or physique gardé en coffre sécurisé, présente Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Suite de votre rendez-vous économique du dimanche, toujours en compagnie de Thomas Binet. Et c'est l'heure d'ouvrir la page d'Oser investir, mon cher Thomas, au programme. Pourquoi, malgré des revenus qui augmentent parfois, Maxime, épargner reste toujours aussi difficile? Est-ce un problème d'argent ou un problème de réflexe? On va en parler dans le conseil de la semaine. Et on va donner d'ailleurs un prolongement avec Anne-Claire Benvaux, fondatrice de SPAC. Les Français veulent investir, mais pourquoi passent-ils si peu à l'action? Manque de connaissances, peur ou trop d'informations? Elle va tout nous dire dans un instant. Et puis une question simple mais décisive. Quand les marchés tremblent, faut-il agir ou justement ne rien faire et attendre? Olivier Malteste, notre expert en marché financier, va nous décrypter ce biais qui nous pousse souvent à faire exactement l'inverse de ce qu'il faudrait. Éco-réseau Business, le magazine de référence des investisseurs, présente Sud Radio, Osez investir, le conseil de la semaine. Alors mon cher Thomas, pour ouvrir ce rendez-vous, on entend, malgré une épargne record, très souvent que les Français ont du mal à mettre de l'argent de côté. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de faire simplement des économies? Maxime, la première raison, c'est très simple. D'abord, nos dépenses ont explosé entre le logement, l'énergie, et ça ne s'arrête pas d'ailleurs, si vous observez bien les actualités, l'alimentation. Une grande partie du revenu part dans les dépenses contraintes. Alors, le résultat, il est simple. Beaucoup de ménages ont l'impression qu'il ne reste plus rien à la fin du mois pour épargner. Donc ce n'est pas seulement une question de discipline personnelle. Non, c'est d'autres choses aussi qui interviennent. Il est vrai que la gestion va jouer un rôle important pour chacun des Français. Il y a aussi un phénomène psychologique qui est très fort. Quand on gagne un peu plus, on a tendance à dépenser un peu plus, tout simplement. C'est ce qu'on appelle l'inflation du mode de vie. On améliore son confort, on prend un abonnement de plus, un restaurant de plus, et l'épargne disparaît sans même qu'on s'en rende véritablement compte. Oui, mais certains arrivent quand même à épargner. Quelle est leur méthode, s'il y en a une? La différence, c'est souvent la stratégie. Comme dans beaucoup de sujets d'ailleurs. Les gens qui épargnent le plus appliquent une règle simple. Ils se payent en premier. Oui, vous m'avez bien entendu, ils se payent en premier. Dès que le salaire tombe, une partie est automatiquement mise de côté. Comme cet argent n'est plus visible, sur le compte courant, on s'adapte naturellement avec le reste à vivre. Finalement, faire des économies, c'est moins une question de revenus qu'une question d'organisation. Haussmann Executive Search, leader du recrutement sur les métiers de la finance et de l'immobilier, présente Sud Radio, Osez investir, l'invité. Thomas, pour poursuivre justement cette conversation sur l'éducation financière, d'une certaine manière, nous sommes avec Anne-Claire Benvaux, qui est la présidente et la fondatrice de SPAC, qui est une plateforme précisément d'éducation financière et initiatrice des Grands Prix de l'éducation financière. Bonjour Anne-Claire Benvaux. Bonjour Thomas. Pour la 3e année consécutive, vous avez publié le baromètre 2026 avec le concours d'OpinionWay. Et c'est riche en enseignements. J'ai regardé de très près ce que vous avez publié. Est-ce que les Français sont si nuls que cela en connaissances financières? Allez, on va commencer avec ça. Merci de m'inviter, merci pour cette question. Alors les Français, ils sont très curieux de connaissances financières et ils en demandent plus. Ils sont même 95% à nous dire cette année dans le baromètre qu'ils attendent d'être mieux informés. Et malheureusement, ce qu'ils nous disent aussi, c'est qu'ils sont de moins en moins bien en situation d'être bien accompagnés pour répondre à leurs attentes en matière d'information financière. Alors, mais pourquoi pour autant 2 Français sur 3 disent vouloir investir mais ne passent jamais à l'action? La difficulté du passage à l'action, elle peut s'expliquer de différentes manières. Il y a déjà le fait d'avoir la sensation de ne pas être suffisamment en maîtrise. Donc il y a un stress financier qui est important. Les outils, le choix des outils, vers qui se tourner, une défiance aussi parfois vis-à-vis des acteurs du secteur qui d'ailleurs se voient bien dans les chiffres du baromètre, puisqu'aujourd'hui ils nous disent qu'ils sont à peine 40% à considérer que, ils sont à peine 60% à considérer qu'ils ont les réponses à leurs questions de la part de leurs conseillers, et plus ça va, moins ça va. C'est-à-dire que le conseiller est de moins en moins bien au rendez-vous, et en fait c'est assez facilement explicable puisqu'on voit aujourd'hui que les agences bancaires par exemple ont tendance à fermer et ces fermetures d'agences se généralisent. Donc il y a une attente forte de la part des Français d'accompagnement. Donc ils sont vraiment majoritaires à nous dire on veut que nos conseillers soient au rendez-vous. Et la réalité, c'est que ces conseillers, ils sont plus là, ou les agences ferment. Mais Anne-Claire Benvaux, pour autant, on n'a jamais eu autant d'informations disponibles. On le voit sur Internet, des podcasts qui fleurissent dans tous les sens, de plus en plus d'influenceurs. Alors on peut en penser ce qu'on veut, mais ils sont bien là. Des magazines qui existent, des émissions, on est bien là pour ça aussi. Bon, l'information est disponible. Et pour autant,
ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est qu'ils ont du mal, les Français, avec tout ça. Peut-être parce qu'il y a peut-être trop d'informations. Est-ce que du coup, l'information tue l'information ? C'est une excellente question. En fait, je pense que les Français, ils ont en moyenne 3 sources d'information. Donc, ils savent à peu près choisir leur relais d'infos. Alors, ça va varier vraiment en fonction des âges. Chez les plus jeunes, il y a d'abord la première source d'infos, en fait, c'est les proches, c'est les familles. Oui. Voilà. Alors, c'est pas forcément la meilleure source d'infos, d'ailleurs. C'est sûr. Parce que quand on dit que la majorité des Français sont mal armés sur leurs connaissances financières, il y a un vrai risque que l'information transmise soit pas la bonne. Il y a une présence forte, on le disait, des conseillers, mais en fait, le conseiller, c'est rarement le premier contact. Très souvent, on va d'abord s'informer auprès des professionnels, donc des médias professionnels, comme vous, et bien d'autres. Et puis, on va chercher l'information aussi maintenant de plus en plus via les réseaux sociaux, notamment chez les moins de 35 ans, qui s'informent beaucoup plus via ces relais-là. On a parlé des créateurs de contenu aussi, qui émergent, on le voit, ces dernières années, avec des choses très intéressantes pour certains, qui permettent de démocratiser l'information financière. Et là, la nouveauté de cette année, mais c'est vraiment très récent, mais c'est lié à la récence aussi de ces nouvelles technologies, on voit apparaître l'intelligence artificielle, dans les canaux d'information utilisés. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que ChatGPT devient notre nouveau conseiller financier ? Oui, pour 10% des Français, ChatGPT fait maintenant partie des sources d'information. Alors, ChatGPT et tous les autres camarades. Pour vous ? Alors, il y a un vrai sujet de fiabilité. Il faut faire attention, évidemment, à l'information qu'on récupère sur ces outils. Ils ne sont pas conseillés. Soit ils sont alimentés par des sources fiables et il faut bien vérifier vos prompts quand vous les créez. Mais évidemment, ça remplacera jamais l'expertise d'un professionnel. Mais alors, du coup, c'est aussi les jeunes qui vont peut-être un peu plus là-dessus. Oui. Il y a une proportion plus importante des plus jeunes sur les nouveaux outils d'intelligence artificielle. Et c'est là où il va être très intéressant de voir comment le marché et les acteurs du secteur vont s'approprier aussi ces nouvelles technologies. Alors, on sait que les jeunes veulent s'enrichir plus vite. Ça, c'est quand même une tendance de cette génération. Mais du coup, sont aussi plus exposés aux arnaques. Est-ce que c'est le lien avec ce qu'on vient d'évoquer aussi ? Alors, les jeunes, ils sont très exposés forcément aux réseaux sociaux puisqu'ils les consomment en majorité pour s'informer. Du coup, ça les surexpose effectivement à des contenus proposés par des créateurs de contenu qui, pour certains, proposent des contenus sérieux, vérifiés. Et pour d'autres, et malheureusement c'est une grande majorité, sont des amateurs, ne respectent pas les règles et la réglementation, et voire sont des arnaqueurs à proprement parler. Et donc là, il y a un vrai sujet de surexposition aux arnaques. Et chez les moins de 35, c'est 38% d'entre eux qui se sont fait arnaquer financièrement, quand c'est un quart de la population française. Anne-Claire Benvaux, faut-il vraiment bien gagner sa vie pour commencer à investir, ou est-ce un mythe ? En d'autres termes, faut-il vivre avec la dette, ce qu'on connaît bien en France ? Alors, bien gagner sa vie pour investir, c'est évidemment il faut avoir un salaire suffisant déjà pour pouvoir, à minima, commencer par épargner. Donc l'investissement, je dirais, c'est l'étape d'après. On sait qu'il y a un quart des Français qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois. Donc, il ne faut quand même pas oublier que l'investissement, ce n'est pas pour tout le monde. La première étape, et je pense que vous le traitez très, très régulièrement dans l'émission, et c'est une très bonne nouvelle, c'est d'abord d'apprendre à épargner et de mettre de côté pour répondre à des situations de coup dur. Donc, on appelle ça l'épargne de précaution. Et ensuite, quand on a réussi à constituer son épargne de précaution, on peut commencer à envisager d'investir. Alors, on parle souvent de plein de choses, la crypto, l'immobilier, le private equity, etc. Concrètement, on investit par conviction ou par effet de mode ? Est-ce que ce que je viens d'évoquer, c'est aussi des effets de mode ou pas ? C'est une bonne question parce qu'effectivement, on voit que l'effet des réseaux sociaux et notamment cette incitation à devenir plus autonome, à constituer sa propre liberté financière, il y a des injonctions assez fortes et notamment à l'adresse des plus jeunes. Ça peut créer effectivement une forme d'effet de mode. On a vu avec les cryptoactifs et les ETF aussi durant la pandémie, un fort intérêt chez ceux qui consomment les réseaux sociaux pour ces outils-là, ces outils financiers, mais aussi parce que ces individus ont été très sollicités par les acteurs de ce secteur. Donc ça a créé finalement aussi un effet de considération important pour ces outils-là. Vous nous avez parlé tout à l'heure des conseillers bancaires. Est-ce qu'aujourd'hui on peut faire confiance à un conseiller bancaire ou vaut mieux aller vers un gestionnaire de patrimoine ? C'est pas le même métier. Mais est-ce que c'est le même niveau de connaissance ?
Je dirais que les formations sont pas les mêmes, donc c'est pas le même niveau de connaissance. Et quand on parle de situation patrimoniale, on voit bien d'ailleurs que même dans les organisations bancaires, il y a des conseillers plus expérimentés quand on touche aux questions patrimoniales. Donc voilà, les formations et les connaissances ne sont pas tout à fait les mêmes. Alors il y a quelques jours, vous avez attribué les prix de la 2e édition des Grands Prix de l'éducation financière. Donc vous contribuez vous aussi à votre niveau à développer tout ça. D'abord, c'est quoi ces prix concrètement pour qu'on s'intéresse à ça ? Alors les Grands Prix de l'éducation financière, c'est une initiative qui vise à valoriser les acteurs du secteur qui s'engagent en fait pour l'éducation financière, donc qui mettent en place des actions concrètes, soit pour informer leurs collaborateurs, soit pour informer leurs clients quand on parle des acteurs du secteur financier, par exemple, et aussi tous les acteurs associatifs et institutionnels qui sont investis dans cette notion d'accompagnement et d'accompagnement vers une meilleure maîtrise des bases en matière d'économie et de finance. Donc l'objectif, c'est de les valoriser et aussi de faire valoir ces acteurs-là auprès du grand public, parce qu'aujourd'hui, il y a une moindre considération peut-être de l'importance aussi de l'engagement des acteurs et des professionnels du secteur sur ce sujet. Et je pense que c'est une erreur parce qu'il faut les activer. C'est aussi notre responsabilité collective en tant qu'acteurs et professionnels du secteur que d'agir pour une meilleure éducation financière. C'est vertueux. Anne-Claire Benvaux, il y a eu 160 candidatures, 12 lauréats. Quelle est l'initiative primée la plus marquante selon vous parmi tous les lauréats ? Il faut choisir là. Alors, il a fallu choisir et on a eu la chance d'avoir un jury expert qui nous a accompagnés pour faire ces choix-là. Cette année, on a 9 lauréats. Ils viennent d'être divulgués, on les a. C'est pas 12, c'est 9, pardon. C'est 9 cette année. Et parmi les lauréats, on va trouver, par exemple, une plateforme qui s'appelle Budget Responsible, qui a été mise par BNP Paribas Personal Finance, qui a été diffusée dans plusieurs pays européens et qui contribue de façon gamifiée à accompagner enseignants et public jeunes sur des questions d'économie et de finance. On a un média, on parlait de l'importance des médias aussi dans la diffusion de cette information économique et financière et de sa vulgarisation, qui s'appelle Money Talks, d'ailleurs par MoneyWalkie, et donc c'est une fintech. Merci à vous. Merci beaucoup Anne-Claire Benvaux d'être passée du côté d'Oser Investir. Et je rappelle donc que vous êtes la présidente et la fondatrice de SPAC, qui est une plateforme d'éducation financière et donc aussi initiatrice, comme on vient d'en parler, des Grands Prix de l'éducation financière. Blockshare, le cercle immobilier des investisseurs avisés, présente Sud Radio, Oser Investir, le coin de l'expert. Thomas, pour clore ces rendez-vous économiques, nous sommes avec Olivier Maltès, qui est expert en marché financier et professeur de finance à Paris-Dauphine. Et vous allez avec lui vous interroger sur la manière dont nous avons tendance à réagir en période de stress sur les marchés. Et attention, on ne réagit jamais de la bonne façon. Oui Maxime, parce qu'avec la guerre en Iran et la forte hausse des prix du pétrole et la baisse des actions, les épargnants voient leur nerf mis à rude épreuve. Olivier, vous souhaitiez revenir sur l'un des biais qui s'exerce sur nos cerveaux, le biais d'action. Eh oui Thomas, et le biais d'action, ce n'est malheureusement pas le biais qui nous pousse à acheter des actions, mais celui qui nous pousse à agir. Lorsque vous investissez, vous ne le faites pas tout simplement pour avoir plus d'argent, vous le faites par exemple pour financer les études de vos enfants ou préparer votre retraite. Et ainsi, vous allez créer un lien affectif avec cet investissement. Car quand la valeur de vos investissements baisse, c'est votre projet qui est directement impacté, j'ai bien compris ? Exactement, et donc votre cerveau ne voit pas juste une performance négative ou un montant qui baisse, mais un projet qui devient un risque. Et votre cerveau, du coup, vous envoie un message pernicieux qui est « tu ne peux pas rester comme cela sans rien faire ». Et c'est là que vous prenez potentiellement des mauvaises décisions. Et c'est un comportement classique selon vous ? Tout à fait. La première action que l'on observe en général, c'est le fait d'arrêter ces versements programmés. Vous le savez, dans une assurance vie, vous pouvez mettre en place des versements programmés qui vous permettent d'investir automatiquement de manière régulière. Ainsi, si vous coupez vos versements programmés lorsque les marchés baissent, vous vous privez d'une partie de son intérêt, qui est de réduire votre prix d'achat moyen, et vous allez rater une partie du potentiel du rebond. Mais est-ce que cela veut dire qu'il ne faut rien faire lorsqu'une situation de stress comme la guerre en Iran actuellement se produit ? Non, il peut être judicieux d'agir. Tout dépend de la nature du stress et de la réaction des marchés. Mais il faut toujours avoir conscience de l'existence de ces biais et il faut aussi avoir en tête qu'on peut déléguer sa gestion et donc la confier à des professionnels. Et ces professionnels n'ont pas de biais, eux ? Pas celui-là, car ils n'ont pas l'affectivité liée aux investissements. Ils vont pouvoir analyser plus froidement la situation et réfléchir de manière plus analytique. C'est un peu la même chose qu'un chirurgien cardiaque ou du cerveau qui ne souhaite pas opérer son propre enfant. Il connaît son métier, mais il sait que son implication émotionnelle pourrait altérer son jugement face à un imprévu. Merci Olivier. Merci toi. Et merci à vous, Thomas Binet. On vous retrouve donc la semaine prochaine à nouveau pour Oser Entreprendre et Oser Investir. Sud Radio, Oser Investir, Thomas Binet.
Avec Yomoni, leader français de la gestion d'épargne en ligne, et aucoffre.com, achat et revente d'or physique gardé en coffre sécurisé.